Salam alaikum, Azul. Bonsoir. Je voudrais dire d'emblée, de façon claire, sans aucune ambiguïté, que le chef d'état-major, à travers son discours d'aujourd'hui, à Tamarrast, vient d'instaurer un état de siège, qui ne dit pas son nom, néanmoins, qu'il a décidé de ne plus s'encombrer de faux fuyants, ni d'un quelconque faire-valoir institutionnel, puisque après avoir ordonné la convocation du corps électoral et d'en arrêter même la date, voici qu'il vient d'ordonner à la gendarmerie, c'est-à-dire à un corps de l'armée, de prendre toute disposition pour empêcher les manifestations pacifiques. Un chef d'état-major qui prend de telles dispositions et qui prend directement le pouvoir, même s'il l'avait déjà, mais caché devant de bien piètres façades, cela s'appelle, en clair et sans détour dialectologique, un coup d'État militaire et l'instauration d'un état de siège. Il ne fait plus de doute que le régime est dans une situation de grande panique. Le discours violent, accusatoire, vindicatif, dont il fait un usage immodéré à l'endroit de quiconque, serait-il le peuple lui-même qui a l'outrecuidance de venir contrarier ses projets, est significatif à plus d'un titre que l'état-major a non seulement très peur de cette fabuleuse révolution populaire, mais aussi, mais surtout, de ses propres troupes, qui se trouvent être, en l'occurrence, l'armée du peuple. Il est des moments, je crois, dans toute révolution des peuples qui tendent à secouer le joug de l'oppression, où il faut observer des haltes, prendre le temps de réfléchir aux péripéties et d'autres qui surviennent dans leur progression ou dans leur régression, pour ne pas se laisser manipuler, pour ne pas se laisser entraîner dans des cabales, ne pas servir, à l'insu de son propre gré, les stratégies insidieuses de la subversion et de la contre-révolution. C'est le cas aujourd'hui, où la révolution algérienne du 22 février semble être entrée dans sa phase critique. Une étape décisive que le régime tente de mettre à profit pour la déstabiliser, voire même la canaliser, voire même la détourner de ses véritables objectifs, en se servant de ses propres énergies, des énergies de cette révolution, qu'il tente de dévoyer, de fourvoyer, pour le seul objectif de garder le pouvoir, serait-ce sous une autre forme, derrière d'autres façades institutionnelles de pure forme, dont la plus éprouvée est la présidence de la République. Pour le moment, il n'y a pas réussi, même s'il a pu rallier autour de lui et de ses manœuvres un nombre relativement important de sympathisants et de soutiens, qui adhèrent désormais à ses thèses par opportunisme ou par naïveté. Par opportunisme chez ses habituels satellites du régime, qui savent si bien changer de maître, de sel et de faconde, qui ne craignent pas de débiter des discours qui contredisent totalement ce qui nous servait hier seulement. Et par naïveté, chez ces gens qui confondent le régime prédateur avec la nation, avec le pays, avec la patrie, et qui se sont fait conditionner, et qui considèrent désormais que quiconque ose critiquer les tenants du pouvoir ou s'opposer à leur mainmise sur le pays n'est rien d'autre qu'un traître, un agent de l'étranger, l'outil d'un agenda sioniste et autres théories primaires du complot. Il ne faut pas sous-estimer ces soutiens du régime, ceux de la première comme de la seconde catégorie,
Ils sont pour les premiers introduits dans tous les cercles et relais du pouvoir, et pour les seconds, relativement nombreux dans le pays profond, là où la propagande du FLN et du RND a fait des ravages à peine imaginables pour qui ne les connaît pas, où le syndrome de Stockholm est une véritable pandémie. Sauf que la première catégorie, celle des opportunistes, reste particulièrement aléatoire, versatile, capable de se retourner contre ses maîtres d'un instant à l'autre. Elle est d'ailleurs un excellent thermomètre parce que si ce retournement se produit, cela voudrait dire que le régime est perdu. Ces opportunistes sont aux aguets, là à prendre la température des événements, et ils seront les premiers à se ruer sur leurs maîtres pour les lyncher si le vent tourne. La convocation du corps électoral pour les élections présidentielles, lancée depuis une caserne, depuis du moins une institution militaire, par le chef de l'armée, a été un tournant annonciateur de la débâcle du régime, à un moment où il disait accompagner la contestation populaire, dont la première revendication est le refus de toute élection, tant que l'ensemble du régime n'aura pas restitué le pouvoir au peuple. Pourtant, le régime, à travers ses décideurs et ses relais, affirme mordicus que le peuple ne revendique rien d'autre que la tenue de ces élections. Dans les plus brefs délais, nous dit-il, le régime sait parfaitement, et mieux que quiconque, que s'il tente de passer en force vers des élections rejetées par la majorité écrasante des Algériens, si ce n'est la quasi-totalité des Algériens, celles-ci, les élections, seraient sans l'ombre d'un doute l'objet du plus grand boycott actif jamais observé dans l'histoire de la politique. Pourquoi alors le régime y va-t-il? Déni? Délire? Attitude suicidaire? Autisme? Non, rien de tout cela. Si ce régime, pris au piège de sa propre obstination et qui ne peut pas se permettre de restituer le pouvoir pour tous les sombres secrets qu'il couve et qui remonteraient à la surface s'il n'est plus là pour les occulter. Si ce régime avait opté pour la stratégie suivante, aller à des élections présidentielles contre la volonté populaire et en misant sur l'épouvantail du chaos qu'il a déjà commencé à agiter par ailleurs, à travers le discours d'aujourd'hui, par exemple. La sortie de Gaïd Saleh à Tamarrast, aujourd'hui, et cette nouvelle façon de montrer ses muscles, de menacer directement le mouvement de contestation et d'annoncer que l'étape de la répression est désormais ouverte, montre toute la panique qui s'est saisie du régime, mais aussi sa détermination à sortir son costume de sauveur de la République, à le sortir du placard, ce soi-disant état très ombrageux pour tout ce qui concerne la sécurité du pays, etc., etc. En prenant un risque calculé sur deux probabilités, soit il parvient à faire participer une partie du corps électoral, serait-il de 5 à 10%. Et là, il parviendrait à imposer les résultats de ce scrutin comme parfaitement légaux, comme nous l'a déjà affirmé sa constitutionnaliste maison, sa constitutionnaliste attitrée, Fatih Ibn Abbou. Ne pas oublier que dans ce cas, il aurait les moyens de sa stratégie, puisqu'il dispose de la force armée pour imposer le choix du peuple entre guillemets, et protéger le processus électoral entre guillemets. C'est donc une opération élection bessif, combinée à un discours très dur, dont le but est de dissuader les plus hésitants de continuer à le contester, à le contrarier et à convaincre les plus faibles à le rejoindre. Mais il a calculé, ce régime,
parce que ceux qui le conseillent ne sont pas aussi stupides que lui, que ces élections kamikazes, pourraient déclencher une opposition populaire qui pourrait gravement dégénérer. Et là, dans ce genre de situation, ce régime est passé maître en la matière. Il lui suffirait d'attiser la colère du peuple par le biais de ses habituels agents provocateurs pour plonger le pays dans une violence calculée. Il pourrait même manipuler des attaques contre les bureaux de vote, des violences contre les rares électeurs qui vont se rendre à ces bureaux de vote, etc. Et là, il ferait intervenir les forces de l'ordre, voire même la troupe, pour se donner le plus beau rôle, le rôle habituel du sauveur de la République, toujours entre guillemets, dont il connaît tout le texte et qu'il joue à la perfection, même si c'est dans un bain de sang. Il interviendrait alors pour mater la rébellion, qu'il aura lui-même organisée dans ses moindres détails, bien sûr, et il restaurerait l'ordre en instaurant un état de siège. Un état de siège qui est déjà entré aujourd'hui dans sa phase pratique. نظام العصابات سترحل مهما طال الزمن العصابات سترحل مهما طال الزمن Algérie, est-ce un état de siège? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et avec moi pour en parler, Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci. Idir Nouren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, depuis le Canada, Adel Jabbar et Badreddin Gerfa depuis Alger. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Un bonjour à nos amis sur le plateau et à tous les téléspectateurs maghrébiens et au peuple algérien. Alors, à vous. Merci. Alors, puisque vous êtes avec nous, nous vous gardons. Adel Jabbar, au sujet du discours d'aujourd'hui de Gaïd Saleh qui menace, écoutez bien, de saisir les véhicules des gens qui se rendent à Alger, qui menace de saisir les autocars, d'infliger à tous ceux qui s'y rendent de fortes amendes. C'est comme s'il avait compris quelque part, il dit que les Algériens, de toute façon, dès que tu leur touches leur poche, ils ne vont plus venir aux manifestations. Lui qui disait vouloir accompagner la contestation et qui, là, en tant que chef de l'armée, il aurait pu faire prendre ses décisions par Ben Saleh, son chef d'État provisoire, comme il aurait pu utiliser Ben Saleh pour convoquer le corps électoral et arrêter la date exacte des élections. Non, il le fait lui-même. Pourquoi est-ce qu'il le fait lui-même alors qu'il est le chef de l'armée et que cela suscite tout naturellement qu'il est entré en état de siège, puisque l'armée a pris le pouvoir directement, y compris celui de coercition et de convocation du corps électoral? C'est la manière la plus appropriée pour la dictature d'accompagner le peuple. Elle nous a accompagnés depuis 1962 en nous mettant sur le carreau, en nous méprisant, en faisant de nous des sous-êtres, des citoyens fantômes. Aujourd'hui, elle perpétue les mêmes méthodes. Elle ne change pas, c'est sa philosophie, c'est sa manière de voir les choses. Maintenant, ce monsieur-là qui fait un discours, moi je dirais que c'est un discours qui chasse un autre. C'est un non-événement pour nous. J'ai toujours été de ceux qui disent ne prenons pas acte de l'agenda de la junte. Elle a son agenda, elle a son plan de vol, le peuple algérien a le sien aussi. Depuis le 22 février, les feuilles de route sont étalées
depuis le 22 février, à chaque fois qu'il y a des propositions, elles sont rejetées du revers de la main par cette dictature. Maintenant, pourquoi ne fait-il pas agir ses employés, Ben Salah et l'autre, comment il s'appelle, le chef du gouvernement, Fantoche, c'est qu'ils ne représentent rien, ces gens-là. Ils n'ont aucun pouvoir de décision. Pour aller manger dans la cuisine de la présidence, il faudrait qu'on puisse avoir l'ordre de ce monsieur. Moi, je suis de ceux qui sont très contents d'avoir vécu assez longtemps pour voir la dictature sortir de derrière des rideaux, nous montrer son visage le plus hideux, le plus inhumain, pour nous dire « je suis là ». Maintenant, ces gens ne nous font pas peur. Moi, je pense que la peur a changé de camp depuis le 22 février. La peur se trouve au niveau de ces gens-là. Ils ne sont pas en train de vouloir se positionner en tant que sauveurs de la nation, mais en tant que fossoyeurs de la nation. Ces gens ont peur pour leurs intérêts cupides, leurs intérêts privés. Le peuple ne les intéresse pas. Avant le 21 février, ils nous traitaient de rachis, de sous-fifres, je ne sais pas, de va-nu-pieds. Aujourd'hui, ils se sont étonnés que cette étape ou cette époque de l'infantilisation du peuple est dépassée. Le peuple a accédé à l'âge adulte, il sait ce qu'il veut. Restez avec nous, Adel Jabbar. Comme Gaïd Saleh lance ce discours depuis Tamarast aujourd'hui, il aurait très bien pu sauver les apparences, faire dire ce qu'il a dit à Ben Saleh, comme d'habitude, la façade institutionnelle, qui, même anticonstitutionnelle, n'en reste pas moins une façade. Alors pourquoi a-t-il fait ce discours lui-même? Pourquoi a-t-il annoncé de telles mesures très anticonstitutionnelles qui ne peuvent relever que d'un état de siège? Il l'a fait exprès, d'après vous, ou c'est juste de la bêtise? Comment aborder cette question? Monsieur Gaïd Salah est rentré de plein pied en politique. Il écrase les médias, il écrase la présidence de la République, et comme l'a dit Adel, le commandement militaire acte qu'il est le seul au niveau du commandement, au niveau des manettes. Ajouter à cela, c'est un discours qui est belliqueux. Oui. C'est un discours qui, finalement, dresse des Algériens contre d'autres Algériens. Parce qu'il ne faut pas nier le droit à des Algériens comme nous, qui pensent que la solution d'aller au présidentiel, ils sont libres de s'exprimer et de souscrire à ce débat-là. Or, c'est un débat qui est induit par le commandement militaire que moi j'ai appelé le Politburo. C'est la direction politique du commandement militaire. Comme si aujourd'hui, M. Gaïd Salah, en tant que chef d'état-major, depuis 2004, va s'exonérer de tout le bilan de Bouteflika. Toute la Boutefliki est en détention provisoire. Que ce soit les oligarques, que ce soit les chefs de parti, que ce soit les gens de la coalition, sans compter le général Ben Hadid, sans compter, etc., et tous ces détenus d'opinion pour qui nous avons une grande pensée. Je parle des détenus d'opinion, uniquement. Fatalement, ce qui a aussi ça rappelle aussi cette méthode, je suis désolé, même si je peux choquer là, et je sens que je vais choquer, c'est des méthodes de l'ordre colonial ancien. Le fait de dire, en plus, il va vers le modus operandi, vous l'avez très bien signalé, en disant les véhicules saisis, les amendes, il va même dans le mode opératoire. Donc c'est un effet d'annonce de communication. Comme avant où les gens payaient des amendes collectives, tout à fait. etc. C'est comment vous dire ça? C'est pensé, c'est pas rien. Et puis on a été crescendo, parce que de discours en discours, il est de plus en plus belliqueux, il est de plus en plus offensif, il est de plus en plus, en choc frontal avec les populations. Et la population, et quand vous dites, M. Benchenouf, que dans des journaux télévisés où on a l'impression qu'on a affaire à une télé nord-coréenne, où l'ensemble des manifestants disent on ne veut pas d'élection, et sans compter la qualité des slogans, lui, il s'arroge le droit de dire, ou la télévision, que c'est des manifestations pro. Tout le peuple veut les élections. Mais on est dans un déni du réel, on est pire, dans un déni de réalité. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. On est dans un état schizophrénique, ce n'est pas possible. Mais il faut aussi se poser la question de dire que face à tout ça, il y a des voix
solitaire, singulière qui s'exprime. On n'a pas une opposition forte. Parce que dans le discours de M. Gaët Salah, on parle politique. Et d'ailleurs, il y a une remarque à faire. Je vais prendre une minute parce qu'il faut à tout prix qu'on la dise aux téléspectateurs et téléspectatrices. Jamais aucun Algérien, que ce soit un homme politique, que ce soit un citoyen, que ce soit un membre du Hirak, que ce soit quelqu'un de la société civile, n'a attaqué l'institution militaire. Personne. Au contraire, je pense que tous les Algériens rendent hommage à l'institution militaire pour le job qu'elle fait. Et elle fait bien son job. Par contre, il est de notre devoir, nous, en tant que citoyens, quand le chef d'état-major s'exprime politiquement, sa parole est publique. Donc elle est soumise à critique. Et c'est ça qui fait qu'on dit, après, c'est une attaque au moral des troupes, etc. Non, la grande muette est devenue la grande bavarde. Et en plus, M. Benchenou, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de contenu politique à part aller aux élections. Dans quelles conditions aller aux élections? Dans des conditions pareilles? Imaginez-vous les candidats qui vont se déclarer. Imaginez-vous la campagne, dans quelles conditions elle va se faire. Vous l'avez évoqué dans votre édito. J'ai l'impression qu'on est en train d'organiser de la stratégie d'une espèce de tension permanente vers une stratégie, je ne dirais pas du chaos, mais une stratégie d'affrontement en attendant. C'est toutes ces mesures-là qui préparent à la stratégie de l'affrontement. Parce qu'eux, ils maîtrisent l'agenda. Ils ont les troupes, ils ont l'argent, ils ont le discours, ils ont les institutions. Ils jouent sur du velours, ils maîtrisent tout. Nous, on a, en tant que peuple, en tant que citoyens qui aimons notre pays, qu'est-ce que nous avons? Nous avons nos revendications, et nous savons tous, Brahim, on a des points de différence et de nuances. Les uns sont pour tel processus, les autres. Mais on ne peut pas aller aux élections présidentielles dans ces conditions-là. C'est impossible. Nous allons écouter un extrait du discours de Gaët Salah, et puis nous revenons à nos invités. إلى أننا دركنا منذ بداية الأزمة أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، وكشفنا عن خيوطها في الوقت المناسب، ووضعنا استراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل وفقا لما يخول له لنا الدستور وقوانين الجمهورية، إذ واجهنا هذه المؤامرة الخطيرة التي كانت تهدف إلى تدمير بلادنا. فقررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من موقع مسؤوليتها التاريخية مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدانية، وتعهدنا أمام الله والوطن وعلى مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة، ووفينا بالعهد وانتهجنا. ونحن نخاطب المواطنين المخلصين الأوفياء من أبناء هذا الوطن الغالي الخطاب الواضح، أي الخطاب الصريح الذي علمتنا إياه الثورة التحريرية. فكل خطاباتنا تنبع من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل، ويسودها الثبات على الصدق التوجه الذي ما فتيت تحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على تبليغه كلما أتيحت الفرصة إلى الرأي العام الوطني على وجه التحديد. فألتف الشعب برمته حول جيشه ووقف معه وقفة رجل واحد يتبعه تضافر والتضامن والفهم المشترك لما يجري في البلاد. والحمد لله لقد حافظنا معا على مؤسسات الدولة وعلى سيرها الحسن. هذه المؤسسات التي تمكنت من تحقيق في ظرف وجيز نتائج معتبرة ساهمت في خلق جو من الثقة المتبادلة. J'ai un côté sadique, Brahim Younsi, de vous faire subir tout ça. Hein. C'est ce que j'allais vous reprocher. C'est du sadisme. Alors, M. Ahmed Gaët Salah passe son temps à nous parler de la Constitution, dans le même temps qu'il la viole allègrement à chaque tournant. C'est incroyable le nombre de violations de cette Constitution. C'est tellement fréquent qu'on ne sait plus quoi dire. Et de l'autre côté, et ce sera ma question, il nous parle de manœuvres dangereuses. مناورات خطيرة ضد الوطن من أيادي خفية وكذا.
problème, c'est que dans la loi, en termes de droit, celui qui connaît l'existence d'un complot et de manœuvres dangereuses pour la nation, et qui passe son temps à menacer les gens de les révéler, mais qui ne les révèle pas, C'est passible. il est passible de poursuite pénale. On appelle Il est ça de la complice on appelle ça de la forfaiture. de la forfaiture. Oui. Alors? Oui. D'abord, les deux décisions que Gaïd Salah a prises, il les a prises en tant que souverain. Je n'ai pas cessé de le répéter. Oui. La Constitution n'existe pas pour lui, comme elle n'existe plus pour nous. Absolument. Absolument. Pour lui, ce n'est pas sa chose, la Constitution. Il est dans la souveraineté qui est la Mais il sienne. passe son temps à l'invoquer, Oui, Brahim Younsi. oui, bon. Par pur Là, c'est- formalisme. Hein, Oui, pour abonder absolument. un peu dans le absolument. sens de Brahim. Donc, deux décisions. L'organisation de l'élection présidentielle et, bien sûr, la décision qu'il a prise tout à l'heure. Oui. Ces décisions, et je l'ai dit la dernière fois quand je suis passé chez vous, sont l'expression de l'État fasciste qui s'impose. Nous sommes dans le fascisme. D'ailleurs, les expressions que prend le chef d'état-major, c'est des expressions fascistes. Gaïd Salah joue Mais pour indéniablement. rester plus dans le droit, en termes de droit, en termes de constitution, il est dans oublions ce côté fascisant, il est dans un état de siège. Pour que l'armée instaure un système de gouvernance où le chef de l'armée prend des décisions et à un niveau national, ça s'appelle un état de siège. Oui, mais Il ne reste plus qu'à suspendre les libertés publiques. mais il va les C'est suspendre. c'est en état de guerre. Hein. Et d'ailleurs, ce qu'il Suspension de fait la lorsqu'il dit... Constitution, c'est uniquement en état de guerre. Non, mais dans la nôtre, lorsqu'il dit on va faire saisir les voitures et les autocars et infliger de lourdes amendes qui ne sont même pas prévues par la loi, ça veut dire qu'il Oui, a on suspendu peut- les libertés publiques Oui, aussi. on peut, dans l'état d'urgence aussi, pour lui, il est dans l'état d'urgence. Non, mais l'état d'urgence, le pouvoir revient aux autorités civiles Pas toujours. et non pas militaires. Pas toujours. L'état Pas d'exception toujours. et l'état Nous sommes- d'urgence, à ma connaissance. Idir a parlé tout à l'heure de loi coloniale. Nous sommes dans la loi coloniale. Sans transfert du politique à l'armée par l'autorité politique elle-même, comme le faisait la France, qui avait transféré à l'autorité pouvoirs militaire. Voilà, exactement. Bon, aujourd'hui, Mais là, c'était un état de siège. oui, Et c'est l'État qui a l'armée, transféré. mais c'était aussi nous étions dans un C'était état en plus que ça, d'urgence. c'était un état de guerre. Bon, nous étions Même dans si un état, l'ennemi un état- n'était pas reconnu en un tant état que tel. d'urgence permanent. Oui. Mais ceci dit, les décisions qu'il a prises, notamment celles qu'il a prises tout à l'heure, c'est joué quelque part, et plus que quelque part, avec le feu nucléaire. Il prend le risque, et un grand risque, de déliter l'armée, de diviser l'armée. De perdre sa cohésion, voilà ce que veut dire. Oui, mais je pense. absolument. Peut-être que absolument. c'est pour pour impressionner les plus hésitants, pour leur dire qu'il ne reculera pas. Il a déjà dit. Mais on ne fera pas de marche arrière, on utilisera tous les moyens, peut-être pour faire peur justement au sein de l'armée, pour que les gens ne soient pas tentés de sortir un peu du rang, j'allais dire. Oui, mais je crois qu'y compris dans les rangs de l'armée, il ne faut pas oublier que l'armée algérienne est constituée de conscrits à 80%, peut-être davantage. C'est les enfants du peuple, Des appelés. des appelés qui constituent, Attends, ça. qui constituent l'armée algérienne. Je crois que la majorité de l'armée algérienne sont proches de leur famille, de leur Eux, ce peuple. qui compte pour eux, c'est le commandement. C'est Les principes comptent aussi pour eux, parce que Gaïd Salah transgresse tous les principes, et tous les principes constitutionnels. Oui. Tous les principes sont transgressés par lui. Brahim Younsi, quand il a convoqué le corps électoral, alors qu'il pouvait le faire par le biais de Ben Saleh, qui est aux ordres, quand il a fait ce discours d'aujourd'hui, il a pris le pouvoir, comme dans le cadre d'un état de siège véritable, alors qu'il pouvait le faire par Ben Saleh. Il aurait pu. Vous pensez qu'il l'a fait exprès? Et si oui, pourquoi? Ben oui.
Ben oui, qu'il l'a fait Il l'a fait exprès. là, bien évidemment. Et pourquoi? Évidemment, là aujourd'hui, il ne sort plus caché, sachant pertinemment que les Algériens savent qu'il prend les décisions. Non, là, ils savent, mais ils ont toujours su Oui, mais que bon, c'est l'armée qui commande. oui, mais il là, le là, fait. il sort. Est-ce que ce ne serait pas par provocation, pour mettre le feu aux poudres, Non, pour exprimer, là encore, la terreur. pour faire peur? C'est bien sûr la terreur. Ben Saleh ne peut pas exprimer l'utilisation de la terreur. C'est un militaire, c'est le chef d'état-major, dans une tenue de combat comme toujours. Là aussi, il y a Le côté, oui, oui, psychologique et immédiat, régalien. Absolument. Tout à Donc fait. il se montre dans une situation, il est dans une situation de guerre. Mais pourquoi le fait-il? Oui. Mais pourquoi le fait-il? Pourquoi? Est-ce qu'il le fait pour sauver l'Algérie? La question mérite d'être posée. Eh oui. Est-ce qu'il le fait pour sauver l'Algérie? Non. C'est ce je qu'il crois- dit, en tout cas, lui. En tout cas, C'est ce qu'il moi dit. je crois que c'est un individu qui a terriblement peur. Peur de subir. Mais on le voit dans le discours qu'ils ont peur. Oui. C'est vindicatif, Oui. c'est Il a violent. peur de subir. Il a peur de subir. Ce qu'il fait subir, il a fait subir à ceux qui sont en prison. Les Toufir, les Saad Bouteflika, Mengéliser, les Tartag- du verbe mengéliser. Oui, bon, Hein. les Tartag, etc. Il a peur. Il veut, lui, se sauver lui-même, sauver ses enfants, sauver ses proches. Il a très peur, cet homme-là. Et je crois même Il qu'il serait il est sur la peut-être- défensive? Je crois que oui. Il est Je habité crois que oui. d'un instinct grégaire. Je ne suis Oui, oui. pas très loin de Oui, tout à penser fait. ça. Mais- Badreddine Guerfa, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Tchamadine. Merci. Alors, cette sortie de Gaïd Saleh, c'est comme si quelqu'un lui avait conseillé, lui a dit, bon, vous avez mis des gens en prison, ça n'a pas marché, vous avez menacé, ça n'a pas marché, vous avez fermé l'autoroute pour empêcher les gens de se rendre à Alger, ça n'a pas marché, vous avez mis le paquet sur Borj Bouarerij pour faire exploser la cohésion qui en faisait la deuxième ville de manifestations après Alger, ça a un peu marché. Mais là, si vous voulez que ça marche vraiment, vraiment, il faut mettre votre main à la poche des Algériens. Il faut les menacer de saisie de leur voiture, de fortes amendes, de poursuites judiciaires, pécuniaires surtout. Et là, vous allez voir, vous allez vider Alger. أولا أهلا تحية لكل المشاهدين تحية خاصة للشعب الجزائري وخاصة لكل معتقل الأعضاء الذين يخضعون في السجون. هذه أولا. Bon, laissez-moi vous dire, c'est Jamaldine, أولا, nous sommes dans deux dimensions parallèles. Le peuple algérien, الشعب الجزائري في حراك في ثورة سلمية dans sa révolution, et le chef d'état-major parle éternellement de crise. Donc, ce sont deux voies parallèles qui ne vont pas se rencontrer, c'est clair. Donc, lui, il parle de crise, mais la crise de qui? Il veut nous montrer حبيبي منا بلي راه أزمة الجزائر وهي أزمة النظام. هذا النظام اللي يعني تربى على العرش منذ الكو ديتا de 62 على الثورة الجزائرية. Donc, اليوم, pour la première fois depuis 62, comme le disait si fortement سيدي يوسف بن خلدة رحمه الله, الشعب الجزائري هو اللي حمل الثورة وما كانش حكم يجي إلا إذا كان حمل الشعب. اليوم الشعب الجزائري avec toute sa diversité, avec les femmes, les hommes, les jeunes, les étudiants, les vieux, les moins vieux, ce peuple uni dans sa diversité قال لك اليوم أنا je dois récupérer هذا البلاد. الآن quand il parle de خطة محكمة, c'est vrai, on la voit, cette خطة المحكمة, elle est là, mais malheureusement dans notre lecture, c'est une خطة محكمة pour sauver ce régime, quitte à sacrifier quelques bonhommes منهم, mais que ce régime يبقى حاكم البلاد. Malheureusement pour ce régime, الشعب a dit non. الشعب a dit non, la peur classe. Parce que finalement, qui n'accomment juste la frange dans la jeunesse, 30 millions de jeunes Algériens, ils n'ont rien à perdre. Oui, mais Badreddine Guerfa, excusez-moi de vous interrompre.
Excusez-moi, mais les gens qui se rendent à Alger, généralement, avec leur voiture, les petits transporteurs qui ont un bus, deux bus, qui le mettent à la disposition des manifestants, ils ont beaucoup à perdre. Ils ont peur. Le citoyen qui a une voiture et qui risque de se la faire saisir, parce que Gaït Saleh, il a parlé de saisie des véhicules, plus une amende. Ils vont avoir peur, les gens. Les autocars qui aident les manifestants à se rendre à Alger, généralement, c'est des petits transporteurs. Ils vont avoir peur aussi. Bon, je crois qu'il faut faire confiance au génie d'Abqaria qu'on voit tous les jours. Les luttes d'Alger, les luttes algériennes, ce bon peuple, alhamdoulilah. Souvenez-vous, si Jamal Din, avec la venue d'Abrahimi ou Ramtal qui nous chantaient tous les jours, Moumathil Harak, le génie de ce bon peuple, de ce peuple généreux, a refusé le Harak, a refusé le Moumathil. Pourquoi? Je vous l'expliquer parce que dans la mémoire collective, il y avait le Qadia l'Arouche, le fameux Abrika, il y avait dans la mémoire collective le représentant du FIS, qui était un parti, une organisation. Quand ils ont pris tout le monde, le Chab, soit en Kabylie ou la Mexicaine ou le FIS, ce génie-là a trouvé ce qu'on appelle la direction horizontale et non verticale, qui se multiplie tous les jours et qui invente des procédés tous les jours. اليوم دخلنا في عمليه التخويف، بداو هنا بالرايه وبداو هنا بالجواف على كابيلي، الشعب قال بايلي عربي خوا ومن بعدين حكموا بعض النشطاء ككريم طابوس وسمير وغيرهم. على كل حال peut-être il y a واحد 200 personnes qui sont dans les chioles هذا بالظلم. ça n'a pas marché. ça ne marchera pas. التخويف الشعب الجزائري مطلب سكنه، مطلب مال، مطلب والو. pour une fois qu'il a فهم المشكله هو هذا النظام لا شرعي. quand même quand le chef d'état-major, si Jamal Din, en tout cas, le chef d'état-major, et pas seulement lui, quasiment tous les relais du régime, même une certaine presse, même les télévisions qu'on connaît, qu'on ne citera pas, tous sont en train de dire que les manifestants, les millions de manifestants qui sont dans la rue 2 fois par semaine, ils sont en train d'exiger des élections le plus tôt possible. D'ailleurs, nous allons écouter Gaït Saleh, puis le ministre de la Communication, Hassan Rabhi. Nous allons d'abord écouter M. Gaït Saleh. لموعد إجراء هذا الاستحقاق الوطني العام، وهو يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019. وإننا نعلم يقينا بأن هذا الشعب الجزائري قد ابتهج كثيرا لهذه الخطوة التي تمثل له فرصة كبيرة من أجل تجاوز هذه المحطة وبناء مستقبله الواعد بكل حرية ووعي. وصدقوني قسما عظما أننا وجدنا يعني في كل مناطق البلاد يعني من شعبنا من لا يعني غاية له ولا مطلب له إلا تنظيم هذه الانتخابات، لأنه على قناعة من أنها مرحلة يجب يعني تكريسها، يعني حتى إن شاء الله نخرج يعني بسلام وإن شاء الله البلاد تنعم بالخير. هذه نعاودوها يا جماعة. On va la refaire celle-là. أقسم بالله العظيم, il nous dit. Alors, écoutez bien, que dans tout le pays, dans toutes les régions du pays, les gens ne sortent que pour demander des élections, et seulement des élections le plus vite possible. Écoutez-le bien, avec vos oreilles, s'il vous plaît. وصدقوني قسما عظما أننا وجدنا يعني في كل مناطق البلاد يعني من شعبنا من لا يعني غاية له ولا مطلب له إلا تنظيم هذه الانتخابات، لأنه على قناعة من أنها مرحلة يجب يعني تكريسها، يعني حتى إن شاء الله نخرج يعني بسلام وإن شاء الله البلاد تنعم بالخير. Alors un tour de micro sur cette question. Adel Jabbar,
Donc voilà, Gaët Salah qui nous dit que le peuple ne demande que des élections. Et monsieur le ministre de la Communication qui jure sur Dieu que dans toutes les contrées du pays, le peuple n'exige que des élections et il ne sort que pour ça. Alors, à votre avis, Adel Jabbar. Ya Khouya, écoutez ce monsieur-là et les pantins qu'il a désignés dans ce gouvernement fantoche, me pousse personnellement, et je pense que ça poussera le peuple algérien à prendre des antidépresseurs. Mais le peuple lui dit non, on n'a plus besoin d'antidépresseurs. Cette jeunesse-là n'en a plus besoin. Elle a trouvé le médicament qu'il faut grâce à son intelligence, grâce à sa combativité, sa quête de liberté, de souveraineté et d'indépendance. Ce monsieur-là, qui est venu de je ne sais pas où, personne ne l'a désigné, personne ne l'a élu, personne ne l'a choisi. Ah si, il a été désigné quand même. Il a été désigné par Gaët Salah et les chefs de l'armée. C'est imposé par la mitraillette. Entre lui, vous ou moi, il n'y a qu'une mitraillette sur la table. Si je prenais cette mitraillette, est-ce qu'il pourra dire ce qu'il est en train de dire? Jamais de la vie. Qu'il enlève sa tenue de combat, qu'il enlève sa mitraillette de dessus la table et qu'il vienne nous convertir à son idéologie. Ce monsieur-là est venu dans notre vie par infraction, par force. C'est comme le père forcé. Qu'il sache que les Algériens n'ont pas de complexe d'Oedipe et que nous ne sommes pas à la recherche du père idéal. Il est en train de se positionner pour parler de patrie, sa patrie à lui, c'est-à-dire son précaré de verdure avec ses généraux et les prédateurs qui sont autour de lui. Il parle d'ennemis. L'ennemi, c'est ce peuple-là, multimillionnaire qui est sorti depuis le 22 février jusqu'à hier. Multimillionnaire en nombre, hein. Multimillionnaire en nombre. Ce monsieur-là est en train de décider quelles seront nos nuits et de quelle longueur seront-elles. Cette époque-là est révolue. Ce monsieur-là est en train de déblatérer comme déblatèrent toutes les dictatures. Toutes les dictatures sont très fortes, allons contre leur peuple, mais elles sont très faibles contre d'autres armées, fussent-elles des armées de pays extrêmement moins forts. Je me rappelle la dictature argentine et les militaires qui étaient très forts pour venir enlever des bébés de familles et les mettre dans des orphelinats de façon anonyme, comment ils ont eu le raclé des Malouines. Et c'est ce qui a poussé cette dictature à s'effondrer et au peuple argentin d'accéder à la démocratie. On se rappelle les dictatures sud-américaines. J'ai été vraiment surpris de lire dans un livre sur la dictature brésilienne comment un flic transformé en tortionnaire répondait à sa victime. Il lui dit, mais vous, c'est quoi votre métier? Il lui dit, moi, je suis un technicien de la circulation. Il lui dit, mais ici, ce n'est pas la technique de la circulation. Vous êtes en train de pratiquer la torture. Il lui dit, oui, mais la torture, dans la dictature, c'est aussi de la technique. Vous comprenez? Donc, c'est des gens qui sont dans une logique destructrice, paranoïaque, psychopathique. Ils ne sortiront pas de cette logique. Adel Jabbar, avant de continuer le tour de micro sur cette question, il y a une proposition qui circule sur les réseaux sociaux d'élever une stèle dès que l'indépendance sera acquise, nous dit-on, d'élever une stèle sur la place Tahrir ou la place de la Liberté de la Grande Poste pour y inscrire en lettres d'or tous les détenus politiques que le régime a mis en prison. C'est pour dire à ces détenus que le peuple est avec eux, qu'il ne les oubliera pas le jour venu. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? En plein dans le mille, nos frères qui se sont fait arrêter arbitrairement sont dans le cœur. Ces pouvoirs-là oublient une chose, c'est que nous ne sommes pas dans une situation insurrectionnelle ou évolutionnaire. Nous sommes dans une situation révolutionnaire. Le peuple sortira ses héros, il trouvera des tabous, il trouvera des Bourga. Il trouvera des Bourga, il trouvera ces jeunes anonymes que moi je ne connais pas personnellement pour les remplacer. La révolution enfantera ces révolutionnaires. Elle ne s'arrêtera pas. La dictature tombera. Elle n'a absolument aucun choix. Merci, restez avec nous. Adel Jabbar, donc sur ce déni, hein, ils sont en train de nous dire non, le peuple est en train de crier vive les élections, vite ramenez-nous les élections, alors que le peuple est en train de dire l'exact contraire et à la face du monde entier.
Tout à fait. En plus, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont non seulement dans un déni du réel, c'est-à-dire du réel, ils sont pire encore, j'ai dit ils sont schizophréniques, c'est pas possible, ils sont dans le déni de la réalité, mais elle est là, elle est factuellement là, nous la voyons dans toutes les villes d'Algérie. Donc, à un moment, il faudra que ça cesse. Nous sommes encore dans des Comment méthodes... ils ne réfléchissent pas je vais vous dire une Pourquoi chose, ils en sont arrivés à ce genre de... C'est une communication qui est grossière et qui ne prend pas. Maintenant, si dans les labos qui déterminent la communication à l'intérieur des terres, et encore faire jouer le fonds de commerce, Tawra, le Moudjahidine, etc., vous savez, les grosses clientèles qui ont sévi. FLN, RND, association de masse. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que là où c'est plus grave encore, c'est que la loi organique portant modification de la loi électorale, elle va être votée, elle a été votée déjà. Elle a été votée par l'ensemble des députés. La coalition gouvernementale, leurs 4 secrétaires généraux, comme je l'ai dit précédemment, sont en détention provisoire. Vous imaginez? Vous avez la cohérence politique. Ils font voter des lois alors que les 4 secrétaires généraux et présidents de parti de cette coalition sont en détention provisoire avec tout ce qui consiste avec la présomption d'innocence. Nous sommes des légalistes ici et nous interrogeons sur ce fait-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément... leurs meilleurs alliés qui sont devenus maintenant dans la bouche du chef d'état-major des membres de l'Aïsaba. Mais bien sûr. Et puis alors qu'ils étaient dans le même clan que lui, les bouteflekistes. Mais en plus, moi, quand j'entends M. Gaïd Salah, il faut qu'il sache encore une fois que nous critiquons sa position publique et politique. On ne critique pas la stratégie, la professionnalisation de l'armée, tout ce qui a trait au secret défense. Nous sommes obligés de prendre acte de ce que dit l'armée. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est l'exégèse de ces discours et on attend l'éditorial mensuel d'El Jeish. Il ne faut quand même pas plaisanter, je veux dire, l'armée a ses missions constitutionnelles, qu'elle y reste. Pas plus, pas moins. Et elle est rentrée dans le domaine politique, alors il prend des coups comme tout le monde, à partir du moment où ça ne correspond pas à la réalité du peuple, ce que vous venez de dire, aux aspirations profondes du peuple. Mais au-delà de ça, encore une fois, quand il nous dit, il nous prend soit pour des attardés, soit pour des aventuriers, soit pour des aventureux. Soit pour des agents de la main étrangère. Oui, c'est ça justement, j'allais y venir. Merci pour votre perspicacité. Et la main étrangère. Mais nous sommes en droit et en devoir d'attendre des informations. On ne peut pas agiter ça comme un simple épouvantail. On a dépassé la main extérieure, la main intérieure. Il y a eu des ennemis intérieurs qu'on a fabriqués. Ça, c'est tous les centralismes démocratiques l'ont fait, que ce soit l'ex-URSS, que ce soit la Chine, que ce soit à un moment ou à un autre, que ce soit les pays de l'Est. Mais regardez les similitudes qu'on a. Et là, il y a peut-être quelque chose à essayer d'intégrer, c'est que nous sommes dans la même configuration que les Russes. Hein. Je vais vous dire une chose. Après la glasnost-perestroïka, Poutine est arrivé. Il n'y a pas de souci. Il y a une réforme des services de sécurité. Du KGB, on est passé au FSB. Les oligarques, Gazprom et compagnie, ils sont en prison. Oui. Regardez les similitudes. On va arriver vers une démocrature. En plus, il faut dire une chose, que ce n'est pas à l'état-major de décréter, de bloquer. C'est une affaire de police. C'est une affaire de police. On aurait pu être plus discret, je veux dire. Oui, mais le fait, là, vous avez noté, là, avec beaucoup de perspicacité, Ibrahim aussi, le fait de rendre ça public, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une attaque frontale sur les citoyens, sur les hirakistes, sur les citoyens de cette révolution? On n'arrive pas à comprendre, parce qu'il aurait pu faire l'économie de ce conflit-là. Moi, j'ai appris une chose en politique, c'est qu'on peut faire l'économie d'un conflit. On l'a fait. On la garde, mais on l'a fait. Mais là, c'est un non-sens, je veux dire. Et le coup d'après, M. Gaïd Salah, comment calculer le coup d'après en politique? C'est le coup d'après, je parle sur le contrôle de Brahim qui a fonctionné. C'est le coup d'après. Ces élections, ainsi dit. Et après, comment on fait? Vous allez aller aux élections avec un fichier électoral qui n'a pas été nettoyé, avec un petit amendement de loi électorale. Vous allez le vote des corps constitués, les procurations, les morts et les vivants. Et où est-ce 5 millions, nous dit-on, à nettoyer dans le fichier électoral. 5 millions d'indus électeurs. Je ne connais pas le chiffre exact, mais c'est là où il y a une régression dans la pensée politique, dans la pensée philosophique. On ne parle pas de l'Algérie, on ne parle pas de ses institutions, on ne parle pas de quelle gouvernance on veut, de quel régime on veut. Mais on a besoin d'une transition, on ne peut pas aller raisonnablement. On est des hommes sages quand même.
Raisonnablement, nous ne pouvons pas aller à des élections dans des conditions pareilles, où un pouvoir se restructure de manière autoritaire, et ça va devenir de plus en plus autoritaire. Moi, j'ai une pensée pour Karim Tabou, qui est un camarade, qui est un ami que j'apprécie beaucoup. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais c'est inconcevable ce qui lui arrive. Quand je pense à tous ces détenus d'opinion, de M. Bourgade, même Mme Louisa Hanoun, quelle capacité d'influence a Mme Louisa Hanoun pour influer sur le moral des troupes ou de participer à un complot? Mais expliquez-moi, je veux dire, elle a son parti, elle a sa vingtaine de députés, elle a ses militants, c'est une combattante. Elle a été en prison, mais excusez-moi, elle a été en prison pour ses idées, cette jeune dame, cette jeune femme et cette femme d'aujourd'hui. Elle a été en prison pour ses idées. Là, oui, elle a assumé. Mais mettre une chef de parti en prison, l'embastiller comme ça en détention provisoire, c'est inadmissible, je veux dire. Elle va se sauver, elle ne se sauvera pas. Moi, je mettrais un bémol sur ça, parce que mettre Louisa Hanoun avec le Bourga ou Karim Tabou sur le même piédestal, très franchement, je suis au regret de le dire, mais c'est ce que je pense moi. Mais je vais vous dire une chose, vous avez tout à fait raison, mais tout à l'heure j'ai parlé des détenus d'opinion. J'ai parlé que même dans le cadre des arrestations qui sont passées avec M. Bouteflika Saïd, Tartag et compagnie, Louisa Hanoun, je parle de l'énormité qu'ils nous ont fait passer en disant que Louisa Hanoun serait capable d'attenter au moral des troupes. C'est ça le côté surréaliste. Mais je n'ai pas les choses du même côté. Au sujet de cette stèle, de proposition de stèle à la Grande Poste, où on inscrirait en lettres d'or le nom des militants qui ont été emprisonnés pour leur militantisme contre le régime et pour la démocratie. Moi, je vous dis une chose, tout ce qui est dans la culture du souvenir des grandes personnalités algériennes, ça doit faire l'objet d'une culture du souvenir, d'une culture de la mémoire, et particulièrement dans cette phase historique, parce que pour moi, je vous l'ai déjà dit, et je l'ai dit publiquement, cette révolution du 16, Kharata, Khenchla et Borj-Borelij, et la révolution du 22, c'est un deuxième mythe fondateur pour une nouvelle nation algérienne, avec un nouveau pacte d'union nationale, autour des valeurs, évidemment, que l'on connaît tous. Voilà. Brahim Younsi, sur ce déni absolument psychédélique qui viennent là يحلفوا بربي يقول لك اقسم بالله العظيم كذا غير الشعب كامل في tout le pays il n'est en train que de demander les élections alors qu'on voit le contraire nous. C'est incroyable, moi j'arrive pas à digérer. Quand un peuple, un pays, un État, des hommes politiques, entre guillemets, comme celui que nous avons entendu et auquel vous faites référence, oui, ne font que rêver, que mentir. Ils s'approchent de leur fin. Et je crois que Gaïd Salah, le chef de l'état-major, sait qu'il s'approche de sa fin. Et les décisions qu'il a prises légitiment la résistance populaire, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre. Elle légitime la résistance populaire. Ces deux décisions qu'il a prises, et notamment la dernière d'entre elles, mettent fin à toute recherche, à toute tentative de compromis politique avec l'état-major. Parce que c'est une politique de terreur plus que de tension que le chef d'état-major vient d'instaurer dans le pays à travers l'état de siège ou l'état d'urgence. Alors qu'il n'a aucune autorité, ni constitutionnelle, ni juridique, pour le faire. Il est dans la provocation pour entraîner l'Algérie dans un conflit encore plus... Il le ferait exprès pour provoquer la violence. Je crois qu'il est dans cette optique. Il est dans cet Ils veulent provoquer l'irréparable pour pouvoir justifier un véritable état de siège, nomination d'un HCE ou genre... Sans parler ni de l'Argentine, ni du Chili, ni de quelques pays latino-américains que ce soit, qui sont passés par cette phase, l'Algérie n'est pas déjà passée dans les années 90. La crise ou la guerre qui a eu lieu dans les années 90, non seulement nous avons payé, mais la guerre que nous avons subie de la part de l'état-major, de l'époque, de l'armée, des services de sécurité, etc., qui ont imposé la guerre au peuple algérien, c'est tout simplement parce qu'ils avaient d'énormes problèmes économiques. Et l'Algérie va, hélas,
y arriver, oui. vers d'énormes problèmes économiques. Et vraisemblablement, c'est vrai que la question économique qui est... Pourquoi ne passe-t-il pas la patate chaude, justement, à partir du moment où les perspectives sont très sombres? Pourquoi ne passe-t-il pas la patate chaude? Comme ça, demain, on va les regretter. On va dire « Ah, au moins, on pouvait faire le plein d'essence. » C'est pas ça qui remplira le couffin des ménagères. Il est, d'une part, on l'a dit tout à l'heure, Gaïd Salah est dans une situation de frousse, permettez-moi le... Ça se voit, hein, ça s'entend surtout. Il est dans une situation de frousse. Il a peur des décisions qu'il prend. On lui imposerait ces décisions? Quelqu'un derrière ou quelques-uns lui diraient où aller, quoi dire? Vous savez, je n'avais pas mis mes lunettes quand vous l'avez montré. Oui. Mais il est pâle. Il est très pâle, cet homme. Vous êtes en train de faire de l'interprétation du body language, comme on dit. Il est très pâle. Ça compte, la dynamique. Oui, il est très pâle. Il avait peur de ce qu'il disait. Brahim Younsi, justement, expliquez-moi quelque chose. Comment percevez-vous, vous, personnellement, cette, comment dirais-je, cette double appréhension d'une même situation par le régime et par les manifestants? Le régime qui parle de crise et les manifestants, le mouvement citoyen, le mouvement contestataire, la révolution, qui parle de révolution, qui parle de je ne sais pas, de manifestation du siècle. Comment peut-on percevoir un même événement, un même phénomène de façon aussi contradictoire? Idir l'a dit tout à l'heure, et vous aussi d'ailleurs. Le peuple est dans la réalité, est dans le réel. Et il transforme, il est en train de transformer, il est dans un processus de transformation de la société. Alors que l'état-major... C'est un acteur. Oui, mais c'est un acteur et quel acteur? Un acteur majeur. Oui. Il est dans l'action. Oui, il est dans la transformation. Il n'est pas dans la réaction. Oui, il est dans la transformation. L'état-major, quant à lui, il est dans le comme vous dites, dans la réaction. Ce sont des réactionnaires. Il est dans le repli. Oui. Il est dans le repli. Il est dans la répression. Il est hostile au changement. Hostile au changement. Et il est normal que le chef d'état-major, qui s'oppose, et ils le savent, à 20-30 millions d'Algériens, c'est-à-dire l'ensemble du corps électoral. Oui. L'ensemble du corps électoral. Et effectivement, vous avez fait allusion tout à l'heure à cela. Bon, il y a deux hypothèses. À la réaction, là, il y a une réaction du peuple. Dans son sens noble. Dans son sens noble, à l'élection présidentielle, où il transforme le 12 décembre en 11 décembre. Et vous savez à quoi je fais 11 décembre 1960. Absolument. Où il transforme le 12 en 11 décembre. Bon, tout est possible, parce que le peuple est excédé, parce que le pouvoir, l'état-major, lui vole encore une fois sa victoire, ses libertés publiques, ses libertés démocratiques. Donc il ne peut que transformer le 12 en 11 décembre par comme vous le disiez, le boycott actif. Ça, c'est un 11 décembre par le boycott actif. Ou, deuxième hypothèse, la première hypothèse, le boycott actif, peut générer, il faut le dire, ce 11 décembre que j'évoque. Qui a vu les Algériens sortir de façon la violence, incroyable. Mais la violence qui viendrait d'un seul côté de l'armée qui tirerait encore contre et un peuple qui resterait dans la selmia. Absolument. Qui tirerait sur son peuple, comme cela a été fait le 5 octobre 88 ou en octobre 88. Et deuxième hypothèse, c'est de rester à la maison, de fermer les portes et les fenêtres, de ne point bouger. Mais là aussi, il y a le risque, quand on entend
Gaïd Salah et son Ben ministre, Abou et son ministre qui vous bon, dit je que veux pas- tout le peuple, là, Voilà. qu'il récupère Ils quoi vont, que vous ils, vont, fassiez. ils vont sortir quelques milliers de personnes en les transformant en millions de personnes qui seraient allées Et je reviens à vous pour l'histoire de Stèle. Juste pour le 11 décembre, je trouve ça très pertinent. C'est très très pertinent. Bravo, Brahim. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport au discours du bureau politique et du politburo de l'état-major, c'est qu'ils n'ont qu'un seul projet pour l'Algérie, c'est cette élection. C'est comme si cette élection allait régler les problèmes de l'Algérie, des problèmes de forme et de fond. Moi, j'aimerais bien que, à la limite, si M. Gaïd Salah a interpellé le ministère des Finances en disant où est-ce qu'on en est de la planche à billets, le gouverneur de la Banque d'Algérie, toutes ces questions-là, Brahim parlait de récession économique, on va rentrer dans une crise économique, tous les indicateurs sont au rouge, on en parle depuis plus de 6 mois ici. Mais ces questions-là, oui, à la limite, il pourrait instruire, dire voilà, faites attention, voilà ce qu'on prévoit, voilà, il y a des ennuis du côté du détroit d'Ormuz, le pétrole va monter, mais il va monter très peu, faites attention. C'est toutes ces questions-là, ces questions stratégiques auxquelles ils peuvent participer parce qu'ils ont la compétence, parce qu'ils ont la matière grise. Si je peux me permettre, le peuple peut supporter toutes les crises économiques, toutes les privations. S'il a son destin en main, S'il reprend ça. s'il a son destin en main, lui-même, c'est lui qui décide. C'est lui qui se retrousse les manches. Absolument. C'est lui qui se met debout. Et là, il dépasserait, il surpasserait la crise économique qui s'annonce. Ce que je veux dire, permettez-moi de le dire, et ce n'est pas polémique du tout. Oui. Sous tous ceux qui nous accusaient d'aller vers ce qu'on appelle le mieux, et que le mieux était l'ennemi du bien, je pense que le bien qu'ils défendaient est devenu le bien pire. L'élection présidentielle est devenue le pire qui puisse se présenter au peuple algérien. Absolument. Alors, sur ce sujet de Stèle, de proposition citoyenne virtuelle qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux, où serait inscrit en lettres d'or le nom de tous les militants qui ont été ou qui seront incarcérés par le régime en raison de leur militantisme. Je ne peux qu'y souscrire, mais il faut que nous sortions les uns et les autres de notre camisole idéologique. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, avant de faire... Oui. C'est juste pour parce qu'en fait, il parlait du pouvoir, il parlait de la nature fasciste, bon, guillemets. Moi je mets guillemets, mais on peut en parler. Mais je suis en partie. L'état d'urgence, c'est quoi? C'est un déséquilibre assumé entre la liberté, comme ça globalement, et l'ordre public, mais au profit de l'ordre public. Donc c'est ça où tout à l'heure on disait, ça va se restructurer de manière autoritaire. Il y a des signes évidents, c'est l'arrestation de Tabou, il y a l'arrestation de Samir Belarbi, etc. Mais en fait, est-il question d'ordre public? Ou est-ce Il que n'est pas c'est un question ordre d'ordre établi C'est un qui a ordre peur d'être établi. dérangé Mais c'est exactement ça. C'est exactement dans ces ça. petits et sordides intérêts? Oui, mais ils entraînent vers le déséquilibre, justement. C'est ça le danger. Et ça va se restructurer encore de manière encore de plus en plus autoritaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et M. Gaïd Salah a parlé de faire intervenir le corps de la gendarmerie nationale. Il aura même donné le mode opératoire et les sentences. Mais c'est quoi ça? Expliquez-moi. Qui ne repose sur aucune loi, sur aucun cadre juridique. Alors, nous allons continuer le tour de micro avec Badreddine Guelfa, puis nous allons revenir sur une question qui va être certainement l'objet de toutes nos prochaines émissions. Les candidatures aux élections annoncées. Alors, Badreddine Guelfa, d'abord sur cette histoire de déni du régime qu'ils sont en train de voir dans les manifestants qui sont en train de dire ما كانش الانتخابات مع العصابات وتتنحاو كاع eux ils sont en train de dire non الشعب مش يقول هكا الشعب قاعد يقول الانتخابات tout de suite وانتم تقعدوا ما تروحوش نسحقوكم مادام راح ديروا لنا لي زيليكسيون. بدردين قرفه. C'est pathologique. C'est le mot que je sais, pathologique. Quand notre rasmi. Ah, j'avais entendu c'est logique, donc c'est pathologique. Ah ouais, c'est pathologique. Ok. Exactement. Ouais, c'est un marque.
هذا الناطق الرسمي بون جو لي دي كلمه برك يعني شي لا دو شهور هذا ولا يمشي لو كور لا ريفولسيون العنابه ولا يمشي لي زاركاد فيسكيك ولا يمشي تيزي نشوف سي بو ما نعرف de quel peuple il parle ما نعرف tout mes respects pour le peuple de Lesotho ولا على بالك il parle au peuple de Lesotho j'en sais rien mais c'est extraordinaire je vous disais que si Jabal dit que nous sommes dans deux dimensions بالنسبة هؤلاء j'ai l'impression كان في العراق تاع صدام حسين ولا الجيري دو بومديان ولا في الجيري تاع حافظ الاسد ولا في مصر تاع جمال عبد الناصر كيف اون ايبوك راحت خلاص عند الشعوب تاعنا الشعب تاعنا يفي اون اوتر ايبوك لا تونيزي سي جمال الدين اللي تا كوتي هاد تونس اللي كانت عندها اون كونستيتيوشن بلوتا اللي كانت عندها اون كونستيتيوشن دوبوي 2 سيكل وعندنا لا كونستيتيوشن اللي دارها بوركينا افيك ريجيم بريزيدونسيال دار ثورته ودار اون ترانزيسيون ودار المرحله الانتقاليه اللي يخوفونا بها هنا دار المرحله الانتقاليه في تونس وطول شويه 2-3 années دار اون كونستيتيوشن ils ont gagné toujours et la liberté وريجيم اشتي Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu la troïka, il y a eu des problèmes, etc. Mais finalement, nous, qu'est-ce qu'on voit? C'est extraordinaire. Tu vois, tu trouves des élections, tu ne sais pas ce que va يخرج رئيس. في يخرج من الشعب الuniversitaire qui n'a aucun parti politique والشعب يقول كلمته. C'est ce que veulent les Algériens اليوم. Cette jeunesse, premièrement, cette jeunesse والشعب الجزائري refuse la confrontation, mettre gauche confrontation. Mais je crois que le logique, le but c'est pas les élections du 12 décembre. Ça va plus loin, je crois, ils cherchent autre chose, باش ينجموا يجستيفيو قانونيا بين قوسين l'état de siège وغير ذلك. لكن هذا الشعب avec son génie il refuse l'accord يتهناو ما تاش صدام بين الشعب هذا الشباب النساء قبلوا يروحوا للسجون قبلوا يتضربوا قبلوا يطلعوا عليهم ارزاقهم بس حكالك نبقاو في هذا الحلم تاع السلميه اون كاني سي جمال الدين بن شنوف الشعب الجزائري يسمع فيه اليوم اون كاني لونيتي ناسيونال اللي كانوا يكذبوا علينا فيها وكانوا يضربوا لي رجال اليوم كون جو فوا بوركعه وكابيلي سي با كابيل يقولوا ليبيري بوركعه كون كريم تبو عنابه ليبيري بوركعه الله ليبيري كريم تبو الله اكبر كريم تبو كون جو فوا سيرتان الشبان اللي حكموهم وكانوا من لاباج دو فيس كون جو فوا دي تاع الار سي دي يدافعوا عليهم سي فيني الشعب هذا توحد الى كومبري كو لو دونجي تاع الجزائر هو هذا لو ريجيم سا بروندرا لو طون كيل فودرا nous resterons السلمية ou ce peuple لازم aussi ندخلوا لحاجة. أنا جو بارلي ان دكتور de l'université de Skilda un jour قلت له هذه c'est une évolution basque قال لي non c'est pas une évolution parce que ما عندهاش قيادة. oui ما عندهاش قيادة c'est justement c'est ce génie هذه العبقرية تاع الشعب الجزائري ودركا الناس les académiciens ils vont écrire ils vont faire des recherches هذه الثورة comment elle marche تمشي كيفاش تحقق في اهدافها جوستومون بلا قياده سي سكي في مال لهذا الريجيم بون جو بونس كو القاء القبض على بعض الرموز اللي ظهروا كيما سي كريم تابو بالعربي سمير وسي بوركعه وغيره ربي يطلق ساعه الجميع كان يظن بلي كاين حياد مفضل نو سي سكو شي دي مره انا الشرطه قلت فو بونسي كي تحكموني توت لا جورني المسيره ما تمشيش s'ils كنت تحكموا مليون جزائري 19 millions راح يمشيوا. Il y a les réseaux sociaux, nous sommes dans un autre monde et tout est à refaire. حتى les politiques اللي في عمري انا القدم لازم ils refont leur calcul, ils reformatent leur cerveau. Et justement, refaire leur calcul, reformater le cerveau, ça suggère un peu le virtuel au Facebook. Cette proposition citoyenne qui est en train de circuler sur le net, d'ériger, Inch'Allah, une stèle où on inscrirait en lettres d'or le nom de tous les militants qui ont été incarcérés par ce régime. Je ne parle pas des gens du régime que le pouvoir nous jette en pâture,
parmi les plus exécrables hein, pour gagner notre sympathie. Non, je parle des véritables militants qui sont arrêtés dans la rue ou en train de militer et qui sont des nôtres et que nous reconnaissons comme tels. اولا لازم نقول عندك اريثميتيك صح. اولا لو نومبر تاع السجناء اللي داخل السجون اليوم من عدم الثوريين تاع الحراك اكثر بكثير من بعض هذوما اللي حكموهم 10 ولا 8 كي اون باتور باش نفرحوا بهذا الشيء. بلاصتهم السجون بلاصتهم المحاكمات سي با نوتر بروبليم. اليوم هاد ليدي elle est magnifique وتشوف هاد سي اون ريفولوسيون جينيروز سي اون ريفولوسيون تاع الريف كلش منها حلو. هاد ان شاء الله هاد الشعب اليوم ولا بعد 6 موا ولا بعد عام ولا بعد عامين ان شاء الله ستسال كنكونوا حيين ونكونوا ان شاء الله لما تونس نكونوا بعدا ان شاء الله نتشابروا هذا لو جيني تاع الشعب الجزائري. Restez avec nous, Badreddine Guerfa. Nous allons faire un dernier tour de micro assez rapide, hein, il ne reste plus beaucoup de temps. Nous allons commencer par Adel Jabbar, on avait commencé par lui. Adel Jabbar, sur ces candidatures qui vont certainement se déclarer, nous avons déjà Lot Bonatiro. C'est un monsieur qui est un peu dans la météo, la sismologie, etc. Géophysicien, qui a déjà fait sa déclaration d'intention. Et il semble que d'autres candidatures un peu plus sérieuses, j'allais dire, un peu plus considérables, seraient en maturation et qu'elles pourraient être annoncées d'ici peu. Alors, à votre avis, et assez brièvement, Adel Jabbar? On nous a bien sorti des lièvres du temps de Bouteflika, puis à la fin de l'ère Bouteflika qui est perpétuée sous notre forme, on nous a sorti des candidats clownesques, tous des édentés, je ne sais pas, moi je les ai surnommés les édentés de la mer. Bon, maintenant, Hada, Sid, Hada, ou quel que soit d'autres, je pense qu'ils sont toujours soumis au régime du Kachir. Donc le botulisme fait encore ses ravages. La question que je leur pose, ayez le courage de sortir de vos états-majors, de vos bureaux feutrés et aller faire campagne dans les rues, à Bab el-Oued, à Tindouf, à Constantine Fsouika, etc. Et on verra l'accueil qui vous sera réservé par ces populations-là. Sortez surtout sans vos gardes-corps, sans la gendarmerie, ne la mobilisez pas, parce que vous allez demander la voix du peuple. Allez vers ce peuple-là, sans vos gardes-corps, sans vos voitures blindées, sans vos policiers. Mais le problème est que ceux qui vont... vous pourrez faire campagne. Le Moi, problème je est suis que... de ceux qui disent que depuis le... Oui. Le problème est que ceux qui vont au peuple le vendredi et le mardi sont des gens qui ne vont pas se présenter. Je vous assure que pour moi, cette question est tout à fait superficielle. Moi, je suis certain que depuis le 22 février, le peuple algérien s'est trouvé d'autres solutions autres que le pessimisme permanent et chronique que nous avons vécu depuis 1962, et il s'est trouvé aussi une voie en dehors de toutes les idéologies bon marché qu'on nous a servi depuis 89. Cette œuvre de la dictature et de Gaïd Salah en particulier est destinée, pour ce qui me concerne, et je m'excuse du terme, à la poubelle. Parce qu'on essaie de recycler un régime. Malheureusement, ils ne savent pas que ce régime-là n'est pas biodégradable. Il va rester dans les poubelles de l'histoire et le peuple se chargera de nettoyer ces poubelles-là. Adel Jabbar, merci beaucoup. Transition démocratique. Adel Jabbar, merci beaucoup. Idirou Noren. Assez vite. Oui, concernant les prochaines élections et les éventuels candidats qui s'y présenteraient, moi je pense que l'état-major et les services ont dû travailler en profondeur. Vous pensez qu'il y aura des figures connues qui pourraient se présenter? Moi, je pense, chef de parti, entre autres. Oui, de chef de parti. Je pense à M. Ali Benflis, qui n'a pas fermé la porte et qui a
un langage un peu frontal avec l'armée, mais ça participe de la communication politique. À un moment donné, vous pensez qu'il pourrait moi, se je pense risquer honnêtement qu'il pourrait dans une telle aventure après tout ce à qu'il a subi déjà du temps de Bouteflika? Vous savez, c'est une revanche à prendre pour lui, quelque part. Une revanche à prendre sur qui? Sur Bouteflika, vous venez d'en parler. Oui, mais... vous savez, il s'est présenté 2 fois ou 3 fois, je veux dire. Et rappelez-vous ce qui s'est passé à l'époque, en 2004, quand M. Lamari lui avait ouvert les portes et qu'il a été un peu trahi par les services à côté, contre Bouteflika. C'est pour ça que le système... J'ai toujours parlé, non pas de régime, mais de problématique de système. Mais c'est le système qui doit être démantelé, finalement. Moi, je pense que M. peut-être Belaïd va se présenter, du Front del Moustaqbel. Ils ont besoin d'avoir des candidatures, mais pas des candidatures de témoignage. Ils veulent avoir 3 ou 4 candidats qui pourraient éventuellement solliciter les suffrages. Mais là n'est pas la question. C'est dans quelles conditions va se dérouler la campagne, quelle va être, est-ce qu'on va autoriser les partis, les personnalités politiques à faire campagne contre la présidentielle ou pas? Est-ce qu'il y aura un boycott actif, comme l'a souligné Brahim, ou ce sera un boycott... Gaïd Salah et tous ont dit que ceux qui s'opposeront à l'élection présidentielle et à la fameuse commission de transition qui vient d'être créée pour M. Chorfi, relèveront du droit pénal. Ce que je veux dire par là, il faut qu'on s'interroge là maintenant. Et est-ce que vous avez remarqué ou observé que dans la situation politique nationale, aucune voix d'islamo-conservateur ne s'est élevée? Mais justement, alors ça, c'est une question qu'il faut d'abord s'interpeller. Pourquoi M. Mokri se tait, M. Djaballah se tait? Ont-ils reçu des consignes? Ils n'ont pas, en tout cas, ils n'ont pas condamné. Voilà, tout à fait. Ça, c'est le deuxième élément. Et pour terminer, je veux dire, comme a dit un ami, il a dit quelque chose de très bien. Toute l'obscurité que nous procure ce système politique ne saurait éteindre la lueur de notre bougie, de notre unique bougie. Voilà. Brahim Younsi. La présidentielle. Je considère la présidentielle, et je vis certaines personnes que je ne nommerai pas, comme une corde que Gaïd Salah nous donne pour nous pendre. Or, le peuple... Ceux qui vont accepter l'offre vont se suicider, ils vont se suicider, politiquement. Mais oui, ils vont se pendre. D'accord. Hein, ils vont se pendre. Les candidats... Idir vient de parler d'Ali Ben Feliz. Je lui ai consacré un petit mot sur mon blog. Bon, je crois qu'il va à Canossa. Oui, mais il n'a encore rien dit. Je crois, il ne faut pas faire de procès d'intention. Ce n'est pas un procès d'intention. Je crois qu'il va à Canossa. S'il n'est pas déjà allé à Canossa. Je crois que, comme Henri IV, il s'agenouillerait sur la neige pour pouvoir être candidat. Là, c'est vraiment un procès d'intention. Non. Ça ne peut pas être, ne pas être un procès d'intention, puisque vous lui prêtez quelque chose qu'il n'a pas encore déclaré. Parce que je vois ce que son entourage écrit, la promotion qu'il fait, la campagne qu'il fait. Mais attendant qu'il se déclare. Oui, non. Il vaut mieux On est prévenir. dans des hypothèses, M. Benchenouf. Oui, il vaut mieux prévenir. Je crois qu'il y en a d'autres, mais certains vont aller à Canossa. Je crois qu'ils vont revêtir l'habit du repentir pour pouvoir avoir le costume de président. Je voulais juste, si je peux dire encore un mot, c'est que parallèlement à ces candidatures, que fera la véritable opposition? Parce que ce n'est pas une opposition à une politique, puisqu'il n'y a plus de politique économique, qui sont en train finalement de travailler à l'urgence. Que va faire l'opposition? Que va faire la révolution? Toutes ces questions doivent nous interpeller. Et nous en parlerons dans les jours qui viennent. Vous avez parlé, Ider, tu as parlé des islamo-conservateurs, etc., et de la vraie opposition. Moi, la vraie opposition, je la cherche depuis longtemps. Et nous allons poser la question à Badreddine, que je ne trouve pas. Badreddine Guerfa et les islamo-conservateurs dans tout ça, vous qui êtes cadre du FIS, et nous savons que votre mouvement n'a pas été épargné par certaines fluctuations, pour rester poli. Certains cadres du FIS, certains militants du FIS ne cachent pas leur soutien
à Gaïd Saleh et d'une façon générale à ce milieu qui est au cœur du pouvoir. Pour ce qui est des candidatures d'islamistes éventuelles, Badreddine Guerfa, assez vite s'il vous plaît. سي جمال الدين اولا خلاص انا المشكل تاع كلمه اسلاميست وغيرها جو في دون اون اوتر ديمونسيون هاد لي كلمه الموجودين كلهم لي كلمه هاد لا كلاس بوليتيك الا من رحم ربي جو سوي سور que ce bon peuple, que cette jeunesse va les foutre dans la poubelle مع الرجيم هذا خلاص الشعب هذا يدير une autre dimension. Bon, maintenant, كاتريو الكلمه ولا الاسلام conservateur, etc. Je ne fais jamais le كلام parce que je vais parler d'un bonhomme وهو سي علي بالحاج qui refuse la stratégie de confrontation, cette stratégie de pérenniser le système. Je crois qu'il le dit haut et fort, et c'est le premier nom car le fils, ou le fils Menezouch, c'est une organisation, c'est un parti qui a été laminé, mais ça va d'aller là, les cadres qui viennent de chez nous sont dans toutes les wilayas, et tout le monde le sait, le régime le sait, et ce qui fait mal à ce régime, c'est quand il voit que Didouche Mourad, ça a été écrit dans une certaine presse qui m'a chiour, quand il voit les cadres d'Alfis, des militants de tous bords, femmes, hommes, qui disent alhamdoulilah, le fils. Il y a une grande base, il y a des jeunes, il y a des milliers de jeunes, في la rue Hasiba, ils sont من Belkoun, ils sont من la montagne, ils sont من الحرة, ils sont من Kadriad, etc. Mais on doit parler de ce problème. Là, nous sommes dans une révolution populaire. Chaque واحد dans sa diversité. Merci Badreddine Guerfa. Vous voulez conclure Je voulais juste conclure pour M. Guelfa, Yannick, que je respecte beaucoup, mais nous ne sommes pas ici, M. Guelfa, pour prononcer. Quand j'ai parlé du courant islamo-conservateur, je parlais de famille politique, puisque je n'ai pas parlé des démocrates. Où non, mais il a répondu à ma question. Oui, mais parallèlement à ça aussi, sans nommer les uns et les autres, c'est-à-dire en termes de personnalité. Moi, j'ai parlé du fils. Oui, non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, moi, je voulais juste acter ce petit élément. Oui, bien sûr. Alors, parce qu'il y a un climatologue, la climatologie politique est à l'orage. D'accord. Et le temps est au peuple. Oui. C'est le temps du peuple. Oui. Et j'aimerais conclure justement, par rapport là où on voit que le temps, c'est le temps des peuples. Je n'ai pas cessé de le dire chez vous. Oui, c'est depuis vrai. toujours. Et en Tunisie, les élections présidentielles ont été un formidable, magistral, camouflé au système, à l'establishment. Le peuple tunisien a donné une gifle à l'establishment. Il a choisi les deux antisystèmes, les deux qui ne rentrent pas dans les cadres, aucun cadre. Et il les a choisis, ils seront au deuxième tour. Mais pas seulement. L'un est en détention provisoire. L'un est en détention, il a fait sa campagne depuis la prison. Alors vous imaginez, ça nous fait rappeler l'exemple brésilien, mais Lula n'a plus eu cette chance. Et puis nous, en Algérie, on ne se rend pas compte suffisamment de ce qui est en train de se passer. La révolution du 22 février, elle va rentrer dans les annales. J'ai parlé de mythe fondateur. Oui, c'est un mythe fondateur d'une incroyable ampleur. Et il y a une chose, cependant, que nous ne répéterons jamais suffisamment. C'est que ce régime va nous tendre tous les pièges possibles et imaginables, surtout celui de la violence et celui de la division. Donc nous, il faut que nous répondions tous les jours que les deux seules choses sur lesquelles il ne nous prendra jamais, sur lesquelles il ne réussira jamais, c'est qu'il ne pourra pas nous diviser, donc khawa khawa, et il ne réussira pas à nous plonger dans la violence parce que c'est le mia. Merci à vous, chers amis. Bqaw ala khair b'slama. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش النسبة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي
خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان، غصة في القلب سكتنا باش تبقى هي ثمان. طال الحال الشاب زوال